Et nous sommes de retour en direct sur Non-Stop People. Merci d'être avec nous. Vous le savez, c'est le débat de la semaine. Nous allons aborder, comme tous les vendredis, les thèmes qui ont fait l'actualité cette semaine. Et pour débattre avec nous ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Torino-Gilles, chef des infos chez Public. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme Zano, animateur donc chez Voltage. Bonsoir. Et puis Pierre-Emmanuel Metz, Bonsoir. qui est journaliste média. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. On va commencer avec cette une. On en a parlé il y a un instant dans notre journal, qui est loin donc de faire l'unanimité. Je parle bien sûr de la une et pas du journal. C'est celle de Paris Match qui est parue hier. On y voit Roman Polanski accusé de viol dernièrement par Valentine Monnier. Et ce titre, Roman Polanski, la grande explication suivie de cette citation du cinéaste. On essaye de faire de moi un monstre. Avant de rentrer un peu plus en détail sur cette interview, bonne ou mauvaise idée cette une? Très bonne. Très bonne. Pas très bonne, c'est dans le milieu journalistique, on appelle ça un coup, et c'est un bon coup, très bon coup de Paris Match. Tout le monde aurait rêvé de faire cette interview. Moi, le premier. Après, fallait-il lui donner la parole après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'on entend beaucoup les victimes présumées sur cette affaire. C'est la première fois qu'il se défend, en tout cas, il répond à toutes les questions. Alors, le directeur de la rédaction a expliqué qu'il n'avait pas eu les questions en amont, bon, qu'il avait exigé la relecture, ce qui est, je pense, quelque chose de très juridique aussi. Ça a dû être relu par ses avocats. Et en tout cas, il répond à tout. Après, bon, voilà, moi, je ne suis pas juge d'instruction, donc... Juste pourquoi Paris Match? Pourquoi il a choisi Paris Match? Parce que Paris Match, c'est quand même le journal leader dans les news magazines. C'est un très bon choix, moi, je trouve. Très bien. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'ils répondent. D'abord, les victimes, elles commencent par parler par la voie de la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi lui n'aurait pas le droit de réponse? Là, on est sur une forme de tribunal médiatique. Donc, comme c'est un tribunal classique, on a le droit d'avoir la version des deux parties. Vous comprenez pas, du coup, les gens qui s'insurgent, notamment sur Twitter, nous toutes, la fameuse marche contre la violence faite aux femmes, qui a tweeté en disant qu'elles étaient choquées qu'on donne la parole. Il faut aussi respecter la présomption d'innocence. Oui. Voilà. Après, seule la justice française, la vraie justice, aura la décision finale. Jérôme, j'allais dire, encore aujourd'hui, il est dans son droit de s'exprimer. Tant qu'il n'y a pas de vraie procédure, et il n'y aura pas de vraies procédures d'ailleurs qui seront lancées parce que c'est prescrit et on le sait aujourd'hui. Maintenant, comme tu le disais, ils ont fait un gros coup. N'importe qui aurait sauté dessus. Moi, je comprends que Paris Match ait sauté dessus. Et le directeur d'ailleurs de Paris Match était l'invité hier de France 5 et il a dit notamment c'est parce que ça fait débat qu'on le fait. Ce n'est pas pour faire plaisir à Roman Polanski, évidemment. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Mais non, je ne pense pas que ce soit pour faire plaisir à Roman Polanski. En tout cas, ce qui me choque toujours chez Polanski, c'est quand même ce côté très provocateur qu'il a. On se rappelle qu'il s'était quand même déplacé à l'avant-première de son film sous les huées des spectateurs, est-ce qu'on peut comprendre? Je regrette qu'il ne fasse pas toujours profil bas. Et là, quand il dit, par exemple, qu'il pense que le Parisien a voulu saboter son film en sortant cette enquête préparée depuis des mois, 3 jours avant son film, ça, on pourrait l'éviter. Franchement, ce côté provocateur chez Polanski m'énerve et m'agace passablement. Si on rebondit sur ce que tu dis, c'est vrai que toutes les personnes qui sont sur ce film aujourd'hui ont peur de faire la promo du film. On le voit. Même les acteurs lui-même n'a pas voulu y aller. Et ce qui est assez hallucinant quand même, c'est que lui, par contre, il va en frontal et c'est une vraie plaidoirie. Moi, j'ai pu avoir l'occasion de lire qu'un extrait de cette interview-là. C'est une vraie plaidoirie. Et ce qui parle aussi d'anciennes affaires, c'est important de le souligner, il ne parle pas que de Valentine Monnier. Je voudrais aussi qu'on vienne sur cette phrase qu'il a dite, c'était en début d'interview. C'est facile d'accuser quand tout est prescrit depuis des dizaines d'années et lorsqu'on est certain qu'il ne peut y avoir de procédure judiciaire pour me disculper. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? C'est facile de se disculper quand il n'y a pas de procédure judiciaire qui peuvent prouver quoi que ce soit. Oui. Ben voilà, les deux sont vrais. Après, on lui donne la parole, c'est normal qu'il tienne sa ligne de défense. Il reconnaît d'ailleurs j'ai commis une faute, c'est même précisément ce qu'il dit. C'est pour l'affaire en 77 de Samantha, cette adolescente de 13 ans, pour laquelle il dit avoir noué un accord financier avec sa famille et que si on croit ce que dit Roman Polanski dans cette interview, c'est que finalement la justice américaine a voulu se payer Polanski et c'est pour ça que cette affaire ressort en boucle depuis tant d'années. Il surfe aussi sur le fait de dire que l'accord financier qui avait été mis en place était fait justement pour qu'on arrête de parler de cette histoire et que la principale intéressée de cette affaire en pouvait plus et disait que le sort médiatique qui lui était réservé était déjà compliqué, voire plus compliqué que l'agression en elle-même. Elle demande même la fin de cette affaire, cette victime-là, Samantha. Mais est-ce que toute cette histoire, ce déballage judiciaire, est-ce que ça a sa place dans un magazine? C'est vrai qu'on pourrait se dire, on parlait des réseaux aussi lors des autres débats, mais est-ce que ça a sa place? Ça a sa place. Les victimes ont eu leur place dans des magazines, des tribunes sur les réseaux sociaux, dans des autres magazines, donc pourquoi lui n'aurait pas le droit?
Tout simplement. Il évoque également la société actuelle, on en parle depuis MeToo. Je doute que les gens soient plus heureux maintenant. On peut toujours critiquer et voir le mal partout. Ce qui nous semble inconcevable aujourd'hui correspond à ce que le monde croyait juste autrefois, Jérôme. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention aux mots qu'il emploie. Parce que là, il est quand même dans l'attaque, mine de rien. Il est dans l'attaque, et puis même dans cette interview, moi j'ai pu lire, j'ai fait l'amour avec une personne de 13 ans. Enfin, excusez-moi, en fait, il ne parle pas de viol. Il ne parle pas de viol. On ne fait pas l'amour avec une enfant de 13 ans, parce qu'à 13 ans, on est encore un enfant. C'est encore ce côté provocateur. Et il dit que c'était une autre époque, c'était libéré, c'était monnaie courante. Est-ce que c'est vraiment pour provoquer ou il le pense? Peut-être qu'il le pense. Je préfère penser que c'est pour provoquer. Moi, je pense qu'il a plus rien à perdre aussi. Je pense qu'il a plus rien à perdre. Sa carrière est faite. Il a fait des dizaines de films. Voilà, il est sans langue de bois. Il dit ce qu'il pense. C'est mal ce qu'il dit, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il a plus rien à perdre. Les dommages collatéraux, ce sont son épouse Emmanuelle Seigné et leurs enfants. Il dit justement qu'il prend la parole pour eux. Se font beaucoup tacler sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça ne doit pas être évident d'avoir un papa et un mari comme ça. Et puis je pense que ça devient très compliqué aussi de dissocier l'homme de l'artiste aujourd'hui. Je pense que là, on va vraiment trop loin. Si vraiment il a envie de continuer de faire du cinéma, il faudrait peut-être à la rigueur qu'il prenne un pseudonyme. On en avait déjà parlé sur ce plateau. Oui, voilà. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de Lou Roy-Le Collinet. Vous le savez, qui est membre de l'Académie des Césars. Elle a poussé un coup de gueule il y a 2 jours sur Twitter pour la prénomination donc, du film J'accuse de Roman Polanski, évidemment. Vous comprenez ou pas ce coup de gueule? J'ai du mal à comprendre parce que moi qui suis un peu pas d'accord avec ce que tu disais quand tu disais qu'il provoque quand il va à l'avant-première de son film. Il est dans son rôle plutôt, entre guillemets, d'artiste et de réalisateur de film. Il va jusqu'au bout du film. Il n'est pas là en tant qu'être humain à ce qu'il a fait. Et il faut bien différencier l'artiste et l'homme. Et le film en lui-même, il a été réalisé par lui. Mais il y a plein d'acteurs qui travaillent autour. Il y a beaucoup de personnes, des centaines de personnes. Il ne faut pas boycotter le film. Oui, mais sauf que maintenant, c'est difficile. Quand on dit j'ai été voir Roman Polanski, le film J'accuse, Non, on était voir surtout le film avec les acteurs, les scénarios, etc. On n'a pas été voir Roman Polanski. Mais les gens retiennent Roman Polanski quand même. La provocation, c'est d'aller à une avant-première, alors que 2 jours avant, il y a une nouvelle affaire qui éclate. Tu vois, c'est pas de presser que voilà, c'est le timing. C'est le très mauvais timing de ce truc-là. Nous en reparlerons puisqu'il y aura les Césars dans pas longtemps. Allez, on va revenir sur une autre polémique, c'est celle d'Aya Nakamura. Impossible d'être passé à côté, sauf si vous vivez ailleurs. Samedi dernier, la chanteuse était invitée du Téléthon et on peut dire qu'elle a fait une petite bourde. Regardez. Alors tout à l'heure Sophie a dit que vous étiez influente, on l'a vu avec vos fans qui vous suivent. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 pour que justement la recherche compte et se poursuive. C'est important. Chaque jour je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense que je vous remercie pas assez et merci aujourd'hui de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important, vous le voyez pas forcément tous les jours mais ça me booste. Voilà, merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon. Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis voilà, aller vers aider les gens. Voilà, donc je vous invite à appeler le 3637. Merci beaucoup. Bon, voilà, Aya Nakamura, on va dire qu'elle aurait pu faire mieux. Un mot pour cette séquence. Est-ce que c'est justifié ce lynchage? Oui, en soi, quand on regarde, on voit cette séquence qui est un petit peu gênante. Je pense qu'on n'aurait pas aimé être à la place d'Aya Nakamura. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est vraiment Aya Nakamura ou est-ce que c'est à ses... Enfin, après, elle est grande. Elle est grande, c'est où elle est quand même. Elle ne sait pas faire. C'est une chanteuse, à la base, c'est une chanteuse. Elle fait très peu d'interviews télé, elle n'a pas l'habitude du direct. Un direct, c'est stressant, et je pense que c'est 50-50. Et 50% son staff qui l'a mal briefé, parce que c'est une phrase à dire, c'est pas compliqué de retenir une seule phrase. Je pense qu'elle a mal été briefée sur cette phrase-là, la question forcément allait être posée. Et 50% de la faute de Nagui, qui l'a pas vraiment aidé, qui l'a laissé un peu... Vous pensez que Nagui a eu tort? Pas eu tort, mais il l'a pas aidé. Il a pas eu tort de sa façon de faire, mais voilà, il n'a pas aidé. Il prend un plaisir à enfoncer le clou. La laisser s'enfoncer. Ouais. Mais les coulisses du Téléthon, on l'a sorti aujourd'hui dans Public. L'ambiance était quand même assez tendue en coulisses. Alors moi, le courant ne serait pas très bien passé avec les équipes du Téléthon. Vous avez eu les producteurs, c'est ça, du Téléthon? On a eu des sources en off dans la production, donc on nous dit qu'effectivement le courant n'est pas très bien passé, qu'elle est arrivée quand même très en retard. Alors on peut mettre ça sur le compte du stress. Enfin, moi je la connais pas personnellement, mais dans le métier, tout le monde dit que c'est une fille qui est très hautaine, qui est très antipathique. Et enfin, il faut voir. Je suis désolé, c'est ce qui se dit en tout cas.
cas. Il faut voir, elle en veut encore à Nikos d'avoir écorché son nom. Enfin, c'était il y a plus d'un an. 2 ans. Oui, il faut passer à autre chose. Après, pardon, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. C'est vrai que beaucoup de gens disent ça, mais moi, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. J'ai parlé avec elle. C'est quelqu'un de très sympa, pas du tout hautaine, qui prend des photos avec tout le monde, qui respecte tout le monde. On a eu là pour le Téléthon, notamment. Sur le Téléthon, j'en sais rien. Après, ils ont peut-être été un peu échaudés par cette séquence. L'exercice, il n'est pas simple du Téléthon en soi, parce que c'est en direct, c'est des. Puis c'est regardé par des millions de gens. On a la pression parce que des bourdes au Téléthon, excusez-moi, depuis des années. C'est vrai qu'il y en a tous les ans. ans. Je pense que quand on est invité au Téléthon, on réfléchit à 2 fois à ce qu'on va dire. Aujourd'hui, il y a des artistes qui savent répondre à des interviews. Il y a des artistes qui sont engagés et qui s'en sortent. Moi, je pense vraiment qu'il faut aussi jeter la pierre aux équipes d'Aya Nakamura qui auraient dû la briefer. Oui, mais enfin, Aya Nakamura, je suis désolée, c'est Weva quand même. Oui. C'est une artiste, une chanteuse. Ça fait 2 ans qu'on la connaît. Elle est ultra connue, même dans le monde, Madonna et tout ça. Enfin, c'est Weva, elle peut aussi se renseigner, elle est grande. Enfin, non, je sais pas vous. Oui, je suis d'accord. Elle, c'est une chanteuse, elle pense à la chanson, etc. Après, des chanteurs. Oui, mais t'as une équipe, t'es entouré. Après, c'est à ton équipe de bien te parler, de t'entourer. Du discernement aussi, je pense, quand même. Enfin, faire parler de soi quand on demande à faire un appel aux dons depuis ses fans. Je pense qu'elle a pas compris la question. Oui, c'est une maladresse. Franchement, c'est une maladresse. Après, la phrase n'était pas la plus claire du monde. Ok, on est d'accord. De Nagui, vous voulez dire. De Nagui. Après, moi, si j'avais été peut-être à la place d'Aya Nakamura, j'aurais sûrement compris ce que Nagui me demandait à ce moment-là. Mais maintenant, après, c'est notre métier. Non, je dis pas qu'elle est bête. Je pense qu'à mon avis, elle est sur le stress, elle est sur le plateau. Il était tard. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je sais pas. Aya Nakamura, d'ailleurs, elle a répondu évidemment sur Twitter, parce que c'est la grande mode à la polémique. Elle a dit, vous allez le voir d'ailleurs, normalement, il y a la photo, voilà. Plutôt drôle quand même. Alors, est-ce que c'est de la com aussi? Oui, c'est de la com. C'est de la com, on est bien d'accord. Oui. Là, ces équipes l'ont bien briefé, mais ils auraient mieux fait de la briefer peut-être en avant. Ouais. Voilà, mais bon, bien joué. C'est de la com pour. Et le Téléthon d'ailleurs a répondu. Je pense qu'on va voir le tweet également. Le Téléthon qui répond, nous aussi, on est resté sans voix lorsque vous avez accepté de notre invitation pour participer au Téléthon. Parce qu'ils étaient très contents de l'avoir au Téléthon. C'est ce qu'on raconte aussi dans le public. C'était un gros coup. Elle parle aux jeunes. Enfin, vraiment, ils l'attendaient pas comme le Messie, mais ils étaient vraiment ravis de la recevoir. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas de malice. Donc la réaction de Nagui, qui quand même l'enfonce un peu. On a tous déjà fait que l'ambiance était compliquée, quoi. Et une seule chose peut vous chambouler sur un direct. Il suffit qu'elle oublie le numéro de téléphone. Bon, moi, perso, je comprends pas comment on peut oublier le numéro du téléphone. Oui, 36, 37. Je suis d'accord. Mais le moindre oubli, si elle avait un truc dans sa tête à ce moment-là, peut-être avec le stress aussi. Et le stress, c'est la panique. Oui. C'est la panique. Est-ce que c'est pas aussi un petit buzz pour le Téléthon? Parce que mine de rien, on a repris partout le samedi soir. C'est un gros. Pardon. Oui, mais ça a été repris partout. C'est un énorme buzz sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On en a parlé, on a fait que ça d'en parler. Et je pense que l'important et l'essentiel, c'est finalement ça a peut-être engendré beaucoup d'appels au 36-37, que ça fait des dons. Et c'est ça, je pense, l'essentiel. Il faut retenir. Je suis pas sûr que ça génère des dons, mais en tout cas, ça a fait parler du Téléthon, en tout cas. Après. Bon. Eh bien, très bien. On va passer à la conférence de The Voice 2020. Ça a eu lieu cette semaine. Les producteurs et les coachs étaient évidemment présents. Les nouveaux coachs, justement, sont Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et puis Marc Lavoine. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce nouveau quatuor? On va bientôt passer sur France 2. Pourquoi? Ah, il est vilain. Écoutez. Il y avait déjà Julien Clerc pour vieillir la cible. Là, excusez-moi. Non, moi je trouve qu'il est plutôt sympa, ce jury. Vous pensez qu'ils veulent attirer un peu plus la ménagère avec ce nouveau casting? C'est ce qui leur reste, la ménagère à TF1 avec ce programme. Donc, c'est ça, ils ont raison de miser à 100% sur ce jury un peu. En tout cas, Marc Lavoine et Pascal Obispo, c'est 100% ménagère. Ah, bien sûr. Ça, c'est mon cartonné là. Lara Fabian aussi. Lara Fabian aussi, mais. Et même Amel Ben, je suis pas sûr qu'Amel Ben soit très jeune non plus. Un peu, elle est quand même assez tendance chez les jeunes. Dans les sondages jeunes, elle reste dans le top 20. Donc, en tout cas, elle est cash. Elle a un franc-parler. Alors, elle, on va se régaler, je pense. Ouais. Vous pensez déjà elle dit ce qu'elle pense. Oui. Moi, je trouve vraiment, et c'est dommage, alors on en parlait, c'est marrant en off, le dernier jury, moi je trouvais qu'il fonctionnait très bien. Claire, Julien Clerc. Oui, mais Soprano, Amel Bent et Jennifer équilibraient un petit peu la chose. On était vraiment sur un programme qui, de base, est fait aussi pour attirer un petit peu les jeunes. Oui, la ménagère, ça rapporte de l'argent, mais enfin, une fois, si on peut faire 9 millions comme on les faisait les premières saisons, on les fera plus aujourd'hui. On est sur 4,2 millions de téléspectateurs. De partir sur un jury très ménagère comme ça, je suis pas sûr que... Vous pensez que ça marchera pas, ce nouveau jury? Non?
Moi, je pense que je suis enthousiaste. Enfin, on va pas reprocher à un programme en perte de vitesse d'essayer des choses, de tenter des choses. On va parler des nouveautés, effectivement. Voilà, les auditions à l'aveugle qui n'auront plus lieu à la Plaine Saint-Denis comme chaque année, mais ce sera dans une vraie salle de concert et surtout les candidats en lice, alors ça c'est nouveau, j'étais étonnée, seront uniquement choisis par les votes du public. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y aura des chanteurs qui seront dans certaines équipes qui n'iront même pas en finale. Sur la dernière étape, je crois qu'ils sont... Oui, c'est ça, mais il y aura des... Peut-être que Marc Lavoine n'aura pas de chanteur à lui qui sera en finale. C'est qu'il n'aura pas pris les bons candidats. Mais il faut trouver ça bien, ça, comme Ce qui est bien, en fait, c'est gagnant-gagnant. Ça met plus d'interactivité pour le public et c'est surtout la très bonne idée pour TF1 parce que qui va payer? C'est le public. Bravo pour TF1 pour les SMS surtaxés. Enfin, voilà. Voilà comment on récupère un peu d'argent aussi. Non, puis surtout au-delà de ça, donc les artistes, eux, qui ont l'oreille, sélectionnent leurs candidats et après, c'est le public qui vote. C'est le public après qui achète les CD, qui achète les streamings, etc. Donc le public vote pour le chanteur ou la future chanteuse et ils seront récompensés. Je me souviens que Magali Vaé pour la Starac, le public avait voté en masse pour elle, mais il n'avait pas vendu derrière. 50-10. Il y a des exceptions, c'est sûr, mais moi si le public vote, c'est que le public sera réceptif à l'album. On vote pour la personnalité, c'est plus forcément que... Au moins le public sera... Il y a quand même des grosses stars. Oui, et puis le débat quand même, c'est est-ce qu'on va réussir à sauver ce programme qui perd de la vitesse chaque saison? C'est la question justement. Aujourd'hui, on regarde les nouveautés pour essayer de sauver le programme. Un jury qui explique pourquoi on leur dit non. Ah, ça va être les lives dans une salle de concert. Finaliste choisi par les téléspectateurs, à quel moment ça va servir un programme télé? Les lives dans les salles de concert, c'est quand même sympa de confronter les artistes avec un vrai public et de voir la réaction. Oui, mais pour nous, devant la télévision, qu'est-ce que ça va apporter plus sur le programme? Le show, comme c'était en concert, il y aura plus de pression, il y aura peut-être plus de spectacles autour de la scène, etc. Non, c'est expliquer pourquoi on ne prend pas tel ou tel candidat, ça, voilà. Est-ce que vous pensez qu'on arrive au bout de ce programme? J'espère que pour eux que ce ne sera pas la saison de trop, mais encore une fois, c'est bien de tenter quelque chose. On leur aurait reproché de rien changer. Non. Donc bon, ils partiront avec l'orchestre, comme on dit. Non, mais c'est bien de dépoussiérer le programme, tant au niveau du jury et des règles. Au moins, ils tentent quelque chose. Tous les ans, de toute façon, ils changent. Ça marche pas. Mais le jury complet, tous les ans, non, c'est vraiment de l'année dernière à cette année. C'est les 4 d'un coup. Amel Bett, on l'avait vu dans The Voice Kids, donc elle n'est pas non plus inconnue au bataillon. Il y a eu quand même des grosses stars qui sont sorties de ce programme. Je pense à Kenji, à Slimane, Anne Silla, les frérots de la Vega, j'en oublie, j'imagine. Est-ce qu'on peut avoir des nouveaux Slimane lors de la prochaine édition? Qui ne sont pas gagnants, oui, parce que finalement, la plupart n'ont pas gagné. On n'a pas besoin de gagner pour finalement sortir vainqueur, entre guillemets. C'est un tremplin pour se faire connaître, surtout. C'est un tremplin, effectivement, si ça marche derrière. On n'est pas obligé de le gagner pour tenter de faire une carrière. Et tant mieux, d'un côté. C'est vrai. Eh bien, réponse dans quelques mois, évidemment, pour The Voice 2020. Un autre programme de TF1 qui est en perte de vitesse, alors que c'est seulement la première saison. Masked Singer, Laurent Ruquier et Jean-Marc Morandini ont dévoilé une grande partie de ce casting de l'émission. Alors, avant de les entendre, d'entendre surtout Laurent Ruquier, il n'y a plus vraiment de surprise peut-être d'entendre, de découvrir ces personnalités, maintenant qu'on connaît plus ou moins le casting. Qu'est-ce que vous en pensez? Même moi qui les connais, je suis obligé de retourner voir à chaque fois qui est dans le déguisement parce que je m'en souviens pas. Après, on n'a pas des noms qui marquent forcément dans la tête aussi. On savait qu'il n'y aurait pas Mylène Farmer et Omar Sy, mais à un moment donné, j'ai cru que ma boulangère allait apparaître à l'écran. Le casting, d'après vous, est nul. Le casting est ultra faiblard. Après, ça doit plaire aux enfants parce qu'ils voient des peluches géantes et tout, c'est sympa, mais l'intérêt. Non, mais c'est vrai, l'intérêt pour nous est relatif. Alors, ils chantent aussi, on découvre que des gens savent bien chanter, alors que c'est pas leur métier, mais bon. Bon, après, la voix est retouchée. Oui, quand on a vu un épisode, je crois qu'on peut s'arrêter là pour ce programme. Est-ce qu'aussi, ils attendent pas, les artistes n'attendaient pas de voir une première saison, voir un peu ce que ça donnait pour peut-être se positionner sur une seconde? Après, ça existe à l'étranger. Alors pourquoi on a racheté, excusez-moi, mais pourquoi on rachète un concept comme ça parce qu'on n'a plus d'idées en France. Parce que TF1 fait ça. C'est plus simple de racheter des trucs qui marchent ailleurs au lieu de créer. C'est dommage d'ailleurs, c'est dommage. Je vous propose d'écouter Laurent Ruquier, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Il a donc donné le nom d'une des personnalités qui participera, on n'a pas encore la réponse, mais qui participerait donc au programme de TF1. Regardez. C'est le roi de Suède qui remet le prix à chaque, évidemment, gagnant, à chaque prix Nobel. Carl Gustave. Alors, je vous demande son nom. C'est pas Carl Gustave, alors? Oui, mais maintenant, il manque le numéro, monsieur Gueluc. Oh, Carl Gustave. 3, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, attendez, d'abord... C'est pas Carl Gustave. Je veux le numéro, le nom, et dans l'ordre. C'est comme le tiercé. Carl 3... Gustave. Alors, pas Carl 3. Carl 2. Carlton. Non, mais tu mets pas le chiffre au milieu des deux noms. Si, justement. Carl 5. Tu mets Carl 6. Carl 7. Carl 7. Gustave.
Quoi? Carl Zero. Gustave. Carl Zero, il n'y a rien à voir là-dedans. Ça, c'est l'autre. Carl Zero, il est dans Masked Singer. Oh, je suis pas sûr que ça a été dit ou pas déjà. Non. Bon, bah, ça vous fait du temps de gagner pour vendredi prochain. Alessandra Sublet, donc, qui a réagi. Mais avant, est-ce que ça nuit donc au programme de savoir qu'il y aurait sûrement Carl Zero? Non, moi je pense pas que c'est nuit au programme parce que nous, voilà, on est intéressés par les médias, donc on connaît un petit peu les noms, c'est des hypothèses, on dit oui, ça non, mais je pense que... Mais il y a quand même des gros indices à chaque fois. Il y a des indices, mais après on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc ça, même chose, ça tente à regarder, se dire, mais est-ce que finalement, ceux qui ont annoncé, ils avaient raison ou ils avaient tort? Est-ce que c'est d'autres artistes? Oui, je pense que ça tend à regarder. Après, forcément, oui, on est déçu quand on voit la personnalité par rapport aux juristes qu'ils avaient annoncé. Non, ce qui est agaçant, c'est ce jury. Non, mais Loïc, il est déçu tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, je suis vénère, mais c'est ce jury qui en fait des caisses tout le temps. Il a gagné un Oscar, mais on a l'impression. Ils sont là pour ça. Non, mais ils exagèrent. On a l'impression que Carla Bruni va surgir et bon, j'ai rien contre cela. On a eu aussi Jean Dujardin et Omar Sy. Oui, Il y en a et Eve Adams. Alors justement, on parle du jury. Alessandra Sublet, elle est très en colère. Elle a parlé à Gala. Elle a dit, je cite, dans tous les pays, aucun journaliste a révélé les noms des participants, sauf en France. Donc c'est quoi l'intérêt de révéler le casting? C'est un jeu. Vous pouvez aimer ou non le programme, mais ne donnez pas les noms. À quoi ça sert? Bon, bref, j'ai détesté cette façon de faire. C'est irrespectueux. C'est nul. Bah, on n'y peut rien. Après, c'est normal, elle est membre du jury. On n'y peut rien, c'est dans les autres pays, il n'y a pas de bons journalistes. Voilà. C'est vrai. Et puis, Et en France, on a des bons journalistes, on a sorti des noms, et puis. il y a eu des noms, des vrais, des faux, voilà. Oui, bon, il y a eu beaucoup de vrais, mais. Oui, non, mais on peut pas dire que c'est. Je pense pas que ça nuise au programme, c'est ce qu'on dit. Rapidement aussi, Elie Semoun, qui était dans TPMP cette semaine, qui avait dit qu'il n'irait pas participer à Masked Singer. D'ailleurs, il a refusé l'invitation, puisqu'il dit qu'en gros, c'est un peu pour les has-been. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai un problème avec. Par contre, j'ai vraiment un problème avec ce genre de déclaration. C'est comme pour Danser avec les stars quand on dit oui, on y va quand on n'est pas connu. C'est vrai que les castings ne sont pas forts. Respectons quand même un minimum les personnes qui vont dans ces programmes. Ils ont quand même des grandes carrières. Non, Lio a une grande carrière, même Stein, mais le problème, c'est qu'on les connaît. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ces personnes. Enfin, on ne connaît pas Smaïn, on ne connaît pas Marie-Jo Pérec quand on a 20 ans aujourd'hui. Le vrai problème de ce programme, c'est pas les personnalités, c'est le rythme en fait qui est vraiment. Vous pensez, c'est les personnalités. vous pensez que c'est pas les personnalités? S'il y avait des grosses stars derrière les costumes, vous pensez que ça ne marcherait pas mieux? Parce que vous ne savez pas jusqu'à la fin de l'émission déjà s'il y a vraiment une grosse star pour commencer, et puis ensuite. Ouais, mais les premiers on dévoile, ils dévoilent en premier au Marcy, je pense que ça baisse pas en audience. Oui, c'est sûr que c'est mieux que chez deuxième, ça garde. Bon. On va terminer donc avec Nagui. Ce dernier thème de la soirée, il a été élu animateur préféré des Français selon un sondage OpinionWay donc publié dans TV Magazine. Succès pour Nagui qui a 58 ans, il ne les fait pas. Vous comprenez qu'ils prennent la première place ou pas? Bien sûr. C'est justifié, oui. Bah oui, parce que déjà on le voit le midi à la télévision, on le voit le soir à la télévision, le matin sur Inter. 3 rendez-vous quotidiens. C'est ça. Aujourd'hui, qui regarde la télé? Bon. Enfin, bref, des achats. Exactement. Et qui regarde les programmes de Nagui et qui, à mon avis aussi, vote peut-être un peu plus sur TV oui, Mag. peut-être les plus vieux. Bon, voilà. C'est vrai que quand on voit la deuxième place, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est comme Nagui, c'est des gens qui sont à l'antenne 365 jours par an. Donc bon, on est un peu habitué à les voir. Jean-Jacques Goldman, par exemple, personnalité préférée des Français, on ne le voit pas. C'est vrai. Mais moi, ce qui me choque dans ce genre de sondage, c'est que ce sont des listes fermées. Voilà. On ne peut pas proposer de nom, donc oui, je ne sais pas quels animateurs ont été proposés. Comment ça se passe d'ailleurs? Comment ça se passe un sondage OpinionWay concrètement? Il y a un panel? Comment c'est? C'est une fumisterie le sondage. Et sur un panel, et le panel, c'est 1008 personnes qui ont été interrogées. On est 44 millions l'année dernière à regarder la télévision. Ça représente, je fais le calcul, 0,002% des gens qui ont été interrogés. Est-ce que vous pensez que ça représente vraiment le... Mais c'est un panel, je dis qu'il y a des jeunes de 20 ans, 25 ans. Qui, où les gens... Prenons un exemple. Donc on se dit qu'ils ont puisé un peu partout, du cadre, du CSP+, du jeune. Là, pour justifier... Quand je vois un sondage, là, après un sondage, là, c'est pas les mêmes animateurs en première position, c'était un problème que les gens interrogés. Pour rebondir sur ce que tu disais, quelqu'un qui fait de très bonnes audiences comme Cyril Hanouna, qui se retrouve 48e dans le classement, j'y crois pas une seconde. C'est quand même bizarre que sur 1008 personnes, il y a personne qui regarde Cyril Hanouna qui aime Cyril Hanouna. Enfin, moi, je trouve ça assez étrange, en sachant qu'il y a quand même 1,3 million de téléspectateurs en moyenne par jour. Et ça vous étonne? Oui. Bah oui, ça m'étonne, oui. Il y a aussi Jean-Luc Reichmann qui est derrière, Michel Simès, Élise Lucet, j'aimerais souligner, première femme du classement. C'est des vieux et c'est beaucoup des gens du service public. Quand même. Mais comment ça se fait alors? Parce qu'on les connaît depuis longtemps et puis ils font pas de vagues aussi. Michel Simès, on connaît pas depuis si longtemps. Non, mais c'est une question de génération aussi. Moi, vous demandez à ma mère quel est son animateur télé préféré, elle va vous répondre Nagui. Et de loin, il est super cool, il est génial, etc. Je pense vraiment, en fait, c'est une histoire de génération aujourd'hui qui regarde la télé et qui participe à ce genre de sondage. C'est ça. Et puis le top catch, ça se fait comme dans un mousseur de poche à 1 ou 2% près. Ils sont quasiment au même stade. Nagui, il a pas non plus 10% de plus. Je crois il a 1,5% de plus. Ouais, il y a 2 points. C'est pas énorme, effectivement. Quel est son secret à Nagui pour durer autant?
Il a quand même 3 rendez-vous. Il est sur France Inter le matin. Ensuite, n'oubliez pas les paroles. Il a Taratata. Puis il se diversifie. Là, il a fait une émission il n'y a pas longtemps qui s'appelle Émission pour la Terre et son écologie sur France 2. Il a fait un doc sur Didier Deschamps, produit par lui, mais diffusé sur TF1. Donc je pense que c'est quelqu'un qui se diversifie pas mal et qui touche un large public qui regarde la télévision. En tout cas, il cible bien. Après, c'est vrai que sur ce genre de programme, malheureusement, on le voyait pas forcément dedans. Donc le Français lambda ne sait pas que Nagui est derrière ce programme. Mais qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, il arrive à toucher plusieurs couches. Je pense pas que les gens qui regardent N'oubliez pas les paroles sur France 2 sont les mêmes qui écoutent Nagui sur France Inter. C'est sûr. Donc déjà, premièrement, il va toucher une strate de la population qui peut être différente sur ces 2 médias. Et puis, il faut dire ce qu'il y a aussi, les scores de Nagui le soir ou le midi, restent raisonnables, ça cartonne, donc forcément. Et il a confié au Figaro: je travaille pour ne pas décevoir, je ne veux pas donner le sentiment que tout est acquis. Comme dans un couple, je dois chercher à séduire les téléspectateurs au quotidien plutôt que de tomber dans la monotonie. On peut être que d'accord avec ça. Et ça résume exactement ce que vous avez dit. Ouais. Vous êtes fort. Bravo. Un mot aussi sur ces sondages. Vous aviez dit tout à l'heure, c'est pas truqué, mais enfin bon. Non, c'est comme les sondages en politique. Ça ne représente pas forcément la réalité. Je sais pas, c'est très français, les sondages. On ferait mieux de faire des sondages sur Instagram, sur Twitter, ou prendre les musiques les plus streamées. Enfin, ça, c'est des sondages qui, pour moi, ont plus de valeur. C'est ça, par exemple, quand on prend un sondage au Zap, qui est juste sur Internet, on n'a pas du tout Nagui en première position, par exemple. Après, si on vous demande quelle est votre chaîne préférée, comme 60% des Français, vous allez dire Arte. Hein. Vous pensez? On le connaît, mais bien sûr. Les gens adorent regarder les documentaires, adorent Arte, et dans les faits, ils regardent Les Anges de la télé-réalité, et TPMP, que j'adore, moi, par-dessus tout. Enfin, voilà. Oui, puis la marque, qui fait aussi la marque Nagui, la marque France Télévisions aussi. C'est comme que ce en radio, c'est pareil. Des radios qui ont moins de noms connus que Énergie apparaîtront forcément moins dans le sondage parce que c'est ce qu'on appelle la notoriété, en fait. Nagui, donc, qui a été élu, je le rappelle, animateur préféré des Français. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous ce soir en direct sur Non-Stop People. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Non-Stop People. À très vite. Chef, sur les tartes, je mets... Secret de crème, tu connais? Regarde, avant on devait choisir entre le bon goût de la crème fraîche ou une crème qui se garde longtemps. Avec Secret de crème, on a la première brique longue conservation qui a le goût véritable. La crème fraîche en pot. Exactement. Allez viens, c'est encore un table qu'on apprécie le plus. Secret de crème, président, prenons la vie.